Bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue donc à cette réunion publique en ligne du plan de prévention des risques technologiques de Total pour la commune de Châteauneuf-les-Martigues. C'est donc une réunion publique qui va se dérouler en deux temps. Un premier temps qui va être consacré à une présentation du PPRT par les services de l'ADREAL et de la DDTM, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, et la direction départementale des territoires et de la mer, qui vont se partager à deux cette présentation, qui va nous prendre, on va dire, 3/4 d'heure, 1 heure, avec un film qui sera présenté dans un premier temps et qui vous montrera ce que c'est qu'un PPRT. Et puis il y aura un deuxième temps dans cette réunion qui, lui, va être consacré à des échanges entre vous et les intervenants qui sont en tribune ici. Et ces échanges, ils vont se traduire de deux façons. Soit vous pourrez envoyer des chats. Alors, vous avez un petit chat qui apparaît sur le côté de votre ordinateur ou de votre téléphone qui vous permet d'envoyer des messages, qui est très facile à utiliser. Si jamais vous ne voyez pas ce petit chat, il faut faire quelquefois quelques manipulations parce que tous les matériels ne fonctionnent pas de la même façon. Vous pouvez aussi nous envoyer des SMS au prix d'un appel local. Et le numéro pour nous joindre par SMS est le 06 17 13 13 00. Je répète, 06 17 13 13 00, et qui lui nous permet de nous envoyer tout type de messages pour poser vos questions. Donc, soit le chat que vous avez à l'écran, soit les SMS, suivant ce que vous souhaitez. Voilà. C'est une réunion qui dure en général entre 1 heure et 1 heure et demie, suivant le nombre de questions qu'on va avoir, et sans plus attendre, je vous propose de donner la parole à Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement d'Istres. Monsieur le sous-préfet, c'est à vous. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis heureux de vous recevoir ici à distance au sein de la sous-préfecture d'Istres. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour tenir une réunion publique et elle n'est pas commune puisqu'elle se fait à distance. Je voudrais m'en excuser auprès de vous tout d'abord, au nom de tous les services de l'État, parce que dans cette période Covid, il est difficile de tenir des réunions publiques et en même temps, nous allons en parler dans quelques instants, il est important que la procédure des plans de prévention des risques technologiques puisse avancer. Nous avons donc résolu de vous adresser à vous à distance, mais si les circonstances le permettent, nous nous retrouverons en février. Alors, on aurait pu directement se retrouver en février, mais en février, nous avons plusieurs PPRT qui arrivent en discussion en même temps. Nous avons une période qui est très très courte et nullement la certitude, avec les congés scolaires qui est amputée, nullement la certitude que nous aurons la possibilité de nous retrouver à 100% dans ces moments-là, je le souhaite. Et donc, si c'est le cas néanmoins, nous ferons une réunion pour l'ensemble des communes concernées qui finalement nous permettra de rajouter de la concertation à la concertation. Je suis entouré pour cette étape de monsieur le maire de Châteauneuf-les-Martigues, vice-président de la métropole, qui est à côté de moi, et aussi des hommes et femmes qui sont les hommes et femmes de l'art en la matière, des administrations de l'État qui sont en charge de préparer, de construire ce PPRT, les PPRT de l'ADREAL, M. Pelou, M. Renassia, M. Rifad, de l'ADREAL PACA, de la direction régionale PACA, de l'équipement de l'aménagement et du logement, et puis de la direction départementale des territoires et de la mer, M. Clément Gasto, Mme Patricia Couder, et nous serons aussi, bien sûr, nous avons aussi la chef du département de prévention industrielle de Total qui est avec nous en ligne, Sophie Novak, qui pourra répondre à vos questions. Merci, Monsieur le sous-préfet. Est-ce que peut-être, Monsieur le maire, vous voulez dire un petit mot avant de commencer la réunion? Tout simplement saluer tout le monde. Je dirais enfin, on peut vous présenter le PPRT. Vous allez pouvoir voir des changements par rapport au PPRT qui a été mis en place en 2014. Et donc, voilà, on est prêt à répondre à vos questions par la suite. Parfait. Écoutez, merci, Monsieur le maire. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence directement la réunion sans plus attendre
en visionnant un film qui va vous présenter ce qu'est un PPRT. Alors, le film, il est par ici. Voilà. Pour les sites industriels à haut risque, c'est-à-dire les installations qui sont soumises à une autorisation pour fonctionner et qui, en raison de leur niveau élevé de risque, entraînent dans leur voisinage des servitudes quant à l'utilisation de l'espace, la loi du 30 juillet 2003, relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, prévoit l'élaboration de plans de prévention des risques technologiques appelés PPRT. Quel problème cherche-t-on à résoudre? Prenons une telle installation industrielle à haut risque. Supposons qu'à la suite d'un dysfonctionnement de l'installation, un phénomène dangereux se produise. Ce peut être par exemple une explosion, un incendie ou encore un rejet toxique. Ce phénomène dangereux pourrait avoir des conséquences au-delà des limites de l'installation avec 3 types d'effets néfastes sur les populations avoisinantes. Le dégagement de substances dangereuses produirait des effets toxiques, notamment par inhalation sur les personnes exposées. La combustion, plus ou moins rapide, de substances inflammables produirait des effets thermiques pouvant provoquer des brûlures des personnes ou des biens. Une explosion engendrerait des effets de surpression susceptibles de blesser directement ou indirectement. Pour prévenir les risques technologiques de ce type d'installation à haut risque, la réglementation impose que soient mis en œuvre 4 types d'actions. Premièrement, la réduction des risques à la source. Il s'agit d'identifier l'ensemble des phénomènes dangereux susceptibles de se produire dans une installation industrielle et de mettre en œuvre toutes les mesures de sécurité nécessaires jusqu'à atteindre un niveau de risque aussi bas que possible. Ces phénomènes dangereux sont listés par l'exploitant dans un document réglementaire que l'on appelle l'étude de danger. C'est notamment sur cette étude de danger que se fonde l'autorisation d'exploitation de l'installation. Deuxièmement, l'élaboration de plans d'urgence pour protéger et secourir les populations, plans d'urgence qu'il faut tester régulièrement pour s'assurer de leur efficacité. Troisièmement, l'information des populations sur la nature des risques qu'elles peuvent encourir, ainsi que sur la conduite à tenir en cas d'alerte. Et quatrièmement, la maîtrise de l'urbanisation autour du site industriel en question. On comprend en effet que si l'on veut protéger les populations avoisinantes des effets néfastes d'un éventuel phénomène dangereux trouvant son origine dans le site, il faut organiser et réglementer l'urbanisation autour du site. Dans le cas de l'implantation d'une installation nouvelle, cette question est, du moins en principe, relativement simple à traiter. Il suffit en quelque sorte de s'établir suffisamment loin des populations et de mettre en place une réglementation pour que cet éloignement perdure. Mais dans le cas d'une installation existante, les populations peuvent ne pas être loin. Cette proximité résulte de causes diverses, liées à l'histoire industrielle, urbaine et économique, qu'elle soit nationale ou locale. Par exemple, ici, des logements et une voie ferrée voyageurs côtoient une usine chimique. Et quelques dizaines de mètres plus loin, se trouve un stade. Là, à proximité du cœur d'un village, est implantée une entreprise de chimie fine. Ici, une route nationale longe un site Seveso 2. Ailleurs, enfin, des voies ferrées jouxtent un dépôt d'hydrocarbures. En France, il existe plus de 650 sites à haut risque. Dans la majorité des cas, cette proximité entre un risque technologique majeur et des habitations, des établissements recevant du public, d'autres entreprises ou des infrastructures pose problème. Cette problématique n'a rien de virtuel.
Les accidents de Bhopal en Inde, d'Enschede aux Pays-Bas, ou plus proche de nous, d'AZF à Toulouse, ont montré combien dramatiques peuvent être pour les populations les conséquences d'un phénomène dangereux en zone urbanisée. Résoudre ces situations héritées du passé, empêcher qu'elles se reproduisent et le faire selon des règles homogènes au niveau national, c'est l'objectif principal des plans de prévention des risques technologiques, les PPRT. Pour un site donné, un PPRT va comprendre notamment un plan de zonage réglementaire délimitant les zones réglementées, un règlement qui donne la prescription qui s'applique zone par zone, une note de présentation qui justifie le zonage et les prescriptions. L'élaboration d'un PPRT réunit les acteurs suivants. L'État, représenté localement par le préfet, les services spécialisés de l'État, soit l'inspection des installations classées et la direction départementale de l'équipement, qui vont conjointement instruire le dossier. Les collectivités locales, représentées par les élus et leurs services techniques, les exploitants des sites à haut risque, le comité local d'information et de concertation, le CLIC, et enfin, tous les autres acteurs locaux choisis par le préfet, comme par exemple les associations. L'inspection des installations classées commence par établir le périmètre d'étude du PPRT. Pour cela, on considère l'ensemble des phénomènes dangereux listés dans l'étude de danger du site. Selon une règle nationale, certains phénomènes dangereux extrêmes et très improbables, et pour lesquels il est démontré que des précautions renforcées sont prises, sont écartés de l'étude. En effet, la protection des populations relève dans ce cas uniquement des plans de secours et non de la maîtrise de l'urbanisation locale. Puis, pour tous les autres phénomènes dangereux, on trace sur une carte la distance limite jusqu'à laquelle chacun de ces phénomènes peut produire des effets néfastes. On balaye ainsi tous les types d'effets, qu'ils soient toxiques, thermiques ou de surpression. Pour tracer ces limites, on utilise des systèmes d'information géographique et des logiciels de géolocalisation. La courbe enveloppe de l'ensemble de ces limites définit le périmètre d'étude du PPRT. Une fois le périmètre d'étude du PPRT établi, le préfet organise une réunion d'information du comité local d'information et de concertation, le CLIC. Il s'agit de présenter au CLIC l'objectif du PPRT, ses différentes étapes, l'organisation de la concertation et la manière dont les parties prenantes vont être conduites à collaborer. Cette information et cette mobilisation préalable ayant été effectuées, le préfet prend un arrêté dit de prescription du PPRT qui constitue son acte de lancement officiel. On rentre alors dans la phase technique du PPRT avec l'établissement d'une carte des aléas par l'inspection des installations classées. Pour chaque point du périmètre d'étude du PPRT et pour chaque type d'effet, on détermine quel est l'effet le plus intense subi en ce point. Puis, on sélectionne tous les phénomènes dangereux produisant en ce point un effet aussi intense. Leurs probabilités d'occurrence sont additionnées. De cette manière, on obtient en chaque point du périmètre d'étude la combinaison d'un niveau d'effet et d'une probabilité d'occurrence cumulée. Cette combinaison, c'est ce qu'on appelle l'aléa technologique. Selon une règle de combinaison des niveaux d'effet et de probabilité, on classe les aléas selon une échelle qui comprend 7 niveaux. Le niveau le plus élevé, c'est TF+, pour très fort plus, c'est-à-dire un aléa combinant des effets très intenses et une forte probabilité d'occurrence. Les niveaux suivants sont TF, puis F+, F, M+, et M, jusqu'à FAI pour l'aléa le plus faible. En reportant en chaque point du périmètre d'étude le niveau d'aléa, on obtient ainsi la carte des aléas du territoire. Dans le périmètre d'étude du PPRT, on identifie les populations potentiellement exposées.
Ce travail est réalisé par la direction départementale de l'équipement en étroite collaboration avec les collectivités locales, leurs services techniques et les différents gestionnaires de terrain du territoire. Il s'agit d'évaluer les personnes y résidant, on va donc recenser l'habitat, qu'il soit individuel ou collectif, les personnes y travaillant, on recense les activités industrielles ou autres, les personnes y venant occasionnellement, on recense les ERP, et les personnes qui y transitent, on s'intéresse aux infrastructures de transport. Parallèlement à ce travail, on collecte d'autres informations utiles comme les projets d'urbanisation du territoire. Tu vois, les projets, je pense qu'ils vont se passer plus là, dans la zone 2 NH. Puis, de manière synthétique, on reporte sur une carte l'ensemble de ces informations. On obtient ce qu'on appelle la carte des enjeux du territoire. La superposition de la carte des aléas et de la carte des enjeux permet de visualiser l'exposition des populations aux aléas technologiques. Par exemple, ici ce sont des logements qui se trouvent dans une zone TF+. Ailleurs, ce sont des activités et un ERP en zone F+. Là, c'est un projet de lotissement en zone M. Cette superposition des aléas et des enjeux permet de rédiger une première carte de zonage appelée zonage brut. Cette superposition peut d'autre part conduire à identifier des investigations complémentaires à mener. Par exemple, dans la perspective de mesures foncières, il est nécessaire de connaître le prix de l'immobilier. La phase d'étude technique du PPRT est maintenant terminée. Il faut décider des mesures à prendre en tenant compte des différentes possibilités et du contexte local. Cette prise de décision est organisée par le préfet en association avec les parties prenantes, les collectivités locales, les industriels et les autres acteurs choisis par le préfet. C'est ce qu'on appelle la phase stratégie du PPRT. Les décisions à prendre pour résoudre ces situations ont pour objectif de diminuer l'exposition aux risques des populations. Elles suivent 3 principes. Premièrement, il faut veiller à ne pas augmenter les enjeux vulnérables du territoire, c'est-à-dire qu'on ne fera pas venir de populations nouvelles dans des endroits où elles seraient trop exposées. Deuxièmement, il faut chercher à renforcer la protection offerte par le bâti grâce à des travaux d'adaptation. Troisièmement, quand il n'y a pas d'autre choix, il faut diminuer la présence humaine sur le territoire. Pour certaines zones, en raison de la présence d'enjeux vulnérables et de l'importance de l'aléa, la réglementation va imposer les mesures à prendre. Par exemple, pour ces habitations situées dans cette zone d'aléa TF+, l'expropriation devra être décidée. Dans cette zone F+, le gestionnaire d'un ERP devra poser des films protecteurs sur l'ensemble de ses surfaces vitrées. Dans ce parc public, le rassemblement de foule, comme pour un concert, ne sera pas autorisé. Mais, pour d'autres zones moins exposées, la décision n'aura rien d'automatique. Ici, dans une zone d'aléa F, il sera possible, mais non obligatoire, d'instituer un droit de délaissement. Pour l'implantation de nouveaux logements, on devra choisir entre ces 2 zones M. Et l'une étant choisie, il faudra sans doute rendre inconstructible l'autre pour ne pas augmenter les enjeux du territoire. L'intérêt du PPRT est d'élaborer une stratégie de prévention du risque qui tienne compte des situations locales et qui s'articule de manière intelligente avec les projets d'urbanisme et de développement de la commune. Une fois les décisions prises au niveau des principes, les services de l'État sont chargés de rédiger le projet de PPRT. Ce projet comprend un plan de zonage réglementaire, un règlement comprenant les prescriptions qui s'appliquent secteur par secteur, une note de présentation qui justifie le zonage et les prescriptions. Ce projet de PPRT est alors présenté à l'ensemble des acteurs pour avis. Il fait ensuite l'objet d'une enquête publique. Au terme de ce processus, il est signé par le préfet, puis annexé au plan local d'urbanisme. Sont alors établies les conventions de financement tripartite, État, collectivités locales
et industriels pour financer les éventuelles mesures foncières figurant au PPRT. Le plan de prévention des risques technologiques constitue donc un ensemble de règles qui s'appliquent aux bâtis, aux équipements et aux infrastructures existants et futurs. Le PPRT prend en compte à la fois les aléas technologiques et les enjeux d'un territoire. Grâce à la concertation qui préside à son élaboration, il contribue à faire partager entre les collectivités locales, les industriels et les simples citoyens une culture commune du risque et de la sécurité. Voilà, pour ce film qui nous a permis de découvrir un peu en détail ce qu'était un PPRT. J'en profite pour vous rappeler le numéro, enfin en tout cas la formule pour participer, hein, soit nous contacter par téléphone au 06 10, par SMS au 06 17 13 13 00 ou alors via le chat qui se trouve à côté de l'écran. Voilà. Sans plus attendre, je vous propose de donner la parole à Fabien Renassia de l'Adréal qui va nous présenter le PPRT. Fabien, c'est à vous. Bonjour à tout le monde. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce film? C'est d'abord que les PPRT sont des outils nouveaux qui ont été instaurés par le gouvernement français suite à la catastrophe de l'usine AZF de Toulouse en 2001. Ce sont des documents d'urbanisme dont le but est de protéger les populations des risques industriels majeurs en permettant à la fois de geler l'urbanisation future pour ne pas permettre à de nouveaux logements ou de nouvelles activités de venir s'implanter à proximité. Mais ça, c'était déjà le cas dans la réglementation précédente avec des zones de danger Z1, Z2. Mais également d'agir sur l'existant en actionnant des mesures d'expropriation ou de délaissement pour les enjeux les plus exposés ou la prescription de travaux pour les logements qui nécessiteraient d'être mieux protégés. Les PPRT ont donc pour objectif de protéger les populations vis-à-vis du risque accidentel de certains sites industriels, mais à contrario, ils n'ont pas vocation à gérer les problèmes de pollution dans l'air ou dans l'eau, les aspects environnementaux ou énergétiques de ces sites qui sont déjà réglementés par ailleurs. Donc, la politique de prévention des risques technologiques en France s'appuie sur 4 piliers. Le plus important, et la base, vous le voyez, de ce socle, c'est la réduction du risque à la source qui a, pour le site de Total, été fortement liée à la restructuration du site opérée en 2018. C'est ensuite la maîtrise de l'urbanisation, c'est l'objet du PPRT. L'organisation des secours à travers plusieurs plans, les POI, plans d'opération interne, les PPI, plans particuliers d'intervention, les plans Orsec, les plans communaux de sauvegarde dans les communes. Et puis un quatrième pilier sur lequel s'appuie cette politique de prévention des risques, c'est l'information du public avec la création des CSS, des commissions de suivi des sites, et l'obligation notamment d'information acquéreurs-locataires sur les risques encourus. Pour pouvoir approuver un PPRT, les différentes situations accidentelles et leurs effets à l'extérieur du site industriel sont recensés à travers des études de danger remises par l'exploitant. Les enjeux impactés, les logements, les activités voisines sont alors analysés en vue de définir les règles d'urbanisme les plus adaptées à retenir dans le PPRT pour parvenir à les protéger. Un PPRT s'élabore en plusieurs phases. Une phase d'association dans laquelle on va discuter ensemble dans des réunions, dans des groupes de travail avec différents acteurs, les collectivités, les personnes, les représentants des salariés, des riverains, les collectivités locales, les mairies, les sites industriels, les représentants de l'État. Donc on élabore ensemble les grandes orientations à donner au PPRT et en parallèle, on mène également des phases de concertation pour lesquelles on associe le public, notamment à travers la réunion d'aujourd'hui, ou également pour pouvoir recueillir leurs observations lors de l'enquête publique qui aura lieu en toute fin de processus avant l'élaboration du PPRT. Donc vous avez ici, sur cette cartographie, une représentation du périmètre du PPRT de Total Énergie, donc qui vous présente l'ensemble des enjeux qui sont concernés par ce PPRT.
Donc, pour rappel, on va parler aujourd'hui de la révision du PPRT parce qu'il existe déjà un PPRT qui s'applique et qui a été approuvé en mai 2014. Ce PPRT prescrit déjà la réalisation de travaux sur un certain nombre de logements, plus de 800 étaient concernés, pour se protéger notamment vis-à-vis d'effets de surpression et des effets toxiques essentiellement. Et puis, ce PPRT de 2014 engageait également des mesures foncières qui concernaient plus de 70 parcelles sur les communes de Martigues et de Châteauneuf-les-Martigues. Donc, suite au projet de reconversion du site opéré par Total Énergie en 2015, qui a souhaité réorienter son activité sur la production de biodiesel à partir d'huile végétale et d'huile usagée, tout en poursuivant la production de carburant pour l'aviation, d'additifs antipolluants pour les véhicules, et parallèlement la mise en place d'un certain nombre de projets, de centres de formation et de fermes solaires. Il en a découlé une réduction des risques par rapport au PPRT approuvé en 2014, avec la suppression d'un certain nombre de phénomènes dangereux liés à l'arrêt d'installation et puis à l'arrêt évidemment du raffinage du pétrole brut, qui était l'activité historique de ce site, avec notamment la disparition des effets toxiques, principalement pour les habitations. De ce fait, il en découle une forte diminution des mesures foncières qui s'appliquent aux enjeux autour du site. À ce jour, et vous le verrez, plus aucune mesure foncière ne concerne les logements. Et puis avec une diminution également importante sur le nombre de logements concernés par les travaux, environ 200 à 300 de moins sur cette révision de PPRT par rapport au PPRT approuvé en 2014 du fait de la reconversion du site de Total. Donc en 2019, le PPRT a été mis en révision avec parallèlement une suspension partielle ou totale des mesures du PPRT approuvées en 2014 pour lesquelles la réduction du risque n'était plus justifiée. Voici, sur la présentation qui vous est faite, l'illustration de l'impact de la reconversion du site de Total Énergie par rapport aux effets générés sur le voisinage. Donc vous le voyez avec des cartographies représentant l'aléa toxique entre le PPRT 2014 et le PPRT 2022, avec des zones d'effet qui ne sortent quasiment plus du tout du site de Total qui est représenté par la zone grisée sur vos cartographies, en tout cas sur la commune de Châteauneuf-les-Martigues. Vous avez la même représentation qui présente l'évolution entre le PPRT 2014 et le PPRT qu'on vous présente aujourd'hui sur l'aléa thermique, avec une nette diminution sur la partie sud de la zone, c'est-à-dire en dessous de la zone grisée et côté Martigues. Et puis, sur la diapositive que vous voyez actuellement à l'écran, vous avez également une représentation de l'évolution de l'aléa de surpression, avec une évolution un petit peu moins marquée, mais tout de même une enveloppe moins importante, là aussi principalement au sud et côté Martigues, avec un périmètre un petit peu moins important malgré tout côté Châteauneuf-les-Martigues. Donc vous avez ici mis sur le même fond de carte le périmètre du PPRT qui a été approuvé en 2014, c'est la représentation de la figure bleue, et le tracé rouge qui vous représente le tracé actuel, le périmètre actuel du PPRT révisé. Donc vous le voyez avec un périmètre nettement moins important. Donc, comme ça vous a été indiqué dans le film, on va identifier les différents types et modéliser les différents types d'effets qui sortent du site, les effets de surpression, les effets d'explosion, les effets thermiques, du rayonnement de matière inflammable, les effets toxiques, qui vont mener à définir des zones d'aléas technologiques. C'est un croisement entre l'intensité que produisent ces phénomènes dangereux et leur probabilité en chaque point du territoire. Je crois qu'on a une perte de la présentation. J'attends que ça revienne à l'écran. Voilà. Ensuite, va être générée une cartographie des aléas, donc avec différents niveaux, 7 niveaux différents. Vous le voyez sur le PPRT de Total, c'est le PPRT révisé. Les zones rouges et les zones jaunes qui représentent les zones d'aléas les plus importantes. Donc c'est dans ces zones-là que se situent les phénomènes qui produisent les effets de plus forte intensité, et c'est là également qu'ils ont la plus grande probabilité de se produire.
et puis avec des zones qui vont jusqu'à la zone verte, qui représente la majorité du territoire, qui correspondent à des zones d'aléas faibles. En l'occurrence, ici, principalement des effets de surpression, mais on va y revenir tout à l'heure. Donc simplement, une petite représentation de ce qu'on vous a présenté pour illustrer la réduction du risque entre le PPRT de 2014 sur chacune des communes et le PPRT révisé à ce jour. Donc sur la commune de Châteauneuf-la-Martigues, vous voyez, on était à environ 970 logements impactés. Donc c'est les représentations à droite en vert. Et à ce jour, on est plutôt sur 610 logements. Donc à partir de la cartographie des aléas, le PPRT va prévoir, selon leur importance, soit la mise en place de mesures foncières pour les zones soumises à des aléas les plus importants, soit des mesures de protection des populations, notamment à travers la prescription de travaux, ou des restrictions, des mesures sur les usages. Donc le PPRT de Total Énergie, dans sa version révisée à ce jour, concerne 690 logements sur la prescription de travaux, 610 qui sont situés sur la commune de Châteauneuf-les-Martigues et dans une moindre importance, environ 80 situés sur la commune de Martigues. Et sur ces 690, on y reviendra là aussi, 600 sont éligibles au financement de ces travaux. 35 entreprises ou commerces sont également concernés dans la zone hors mesure foncière, donc, qui sont situés exclusivement à Châteauneuf-les-Martigues. Et on a 4 activités, ce sont uniquement des sites industriels qui sont concernés par des mesures foncières, c'est-à-dire des mesures d'expropriation, de délaissement. 3 sont situés à Châteauneuf-les-Martigues, c'est la société Unibéton, la société SPMR et Géocel, et une est située sur la commune de Martigues, c'est un bâtiment de la carrière Gontero. Et donc, ma collègue de la DDT va maintenant vous expliquer comment, à partir de la définition de ces niveaux d'aléas, on le traduit dans les documents du PPRT avec le zonage réglementaire. Bonjour, donc je vais vous présenter effectivement les éléments du règlement du PPRT de Total Énergie. Donc vous ont été présentés effectivement les différents aléas et la réduction du périmètre. Le règlement traduit effectivement les règles d'instruction sur ce qui va pouvoir être construit, les prescriptions de travaux, etc., sur les différentes zones qui découlent de ce périmètre d'aléas. Donc sur la slide qui vous est présentée, on voit effectivement comment, à partir de cette cartographie des aléas et des différentes intensités d'aléas, on arrive à un zonage réglementaire qui est articulé sur 6 lettres, en fait, avec 4 lettres qui structurent vraiment les règles d'instruction. Zone à risque grand R, qui est la zone la plus restrictive, la zone à risque petit r, qui est une zone d'interdiction également, mais un peu moins stricte. Zone à risque grand B, on est plus sur une règle d'autorisation, et la zone à risque petit b. Encadre ces 4 lettres, la zone qu'on appelle la zone grand G, qui est la zone qui correspond à l'emprise de l'exploitant Total, et puis une zone grand L qui impacte très peu de zones surfaciques, qui correspond à une toute petite zone au sud de l'emprise. Donc ici, vous sont rappelés effectivement comment sont structurées ces principales zones réglementées et la maîtrise de l'urbanisme pour le bâti futur, avec effectivement sur les zones en rouge les règles les plus strictes, avec pour les secteurs fonciers effectivement sur les zones en grand R un principe d'expropriation avec un délaissement possible, sur les zones petit r une zone de délaissement, et pas de secteur foncier sur le grand B et le petit r, qui sont des zones plus permissives. Les 3 documents réglementaires sont donc le règlement en lui-même, qui s'applique à toutes ces zones. Il est opposable à toute personne désireuse d'entreprendre un nouveau projet, une extension, et les biens qui sont existants à la date d'approbation du PPRT sont également détaillés pour les principes de travaux qui seront appliqués. Ce règlement est complété par un cahier de recommandations,
et par un zonage réglementaire qui, à la parcelle, détaille les principes d'instruction. Je rappelle que ces documents sont transmis aux collectivités. Le zonage réglementaire est notamment transmis sous la forme de fichiers cartographiques qui permettent aux services instructeurs des collectivités d'instruire facilement ce zonage de PPRT. Je rappelle également que tous ces documents sont téléchargeables sur le site de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Le zonage, le cahier de recommandation, le règlement, pour l'instant encore à l'état de projet, mais ils sont téléchargeables sur le site de la préfecture des Bouches-du-Rhône dans la rubrique prévention. Vous découvrez ici à l'écran le zonage réglementaire. On va du coup l'aborder un peu sur les zooms. Là, on a une vision d'ensemble. En zoomant ici sur la partie de la MED, qui du coup est de part et d'autre de l'avenue Mirabeau et de l'avenue Émile Cotte, avec du coup en rose clair et en rose foncé les bâtis qui correspondent au logement ou aux activités. On peut poursuivre en zoomant davantage sur ces éléments. Donc, pour rappel, mais on l'abordera plus en détail, les zones rouges foncées correspondent à du grand air, donc sur un principe d'expropriation. On voit, mais on y reviendra, qu'on a assez peu de bâtiments concernés. Le rose plus clair, nous sommes sur un principe de délaissement. Pareillement, seuls 2 bâtiments sont concernés. Et sur les 2 zonages bleus, nous sommes sur un principe d'autorisation, limité ou pas, qui concerne le reste du périmètre. Là, un zoom très précis sur l'avenue Mirabeau. Pour vous localiser, nous avons mis des étiquettes sur 2 des bâtiments de cette zone. Donc on voit la pharmacie et le restaurant Arc-en-Ciel. Donc on peut identifier que ces 2 bâtiments sont en zone grand B. On a effectivement vu que ces bâtiments sont beaucoup moins impactés par les risques, notamment le risque toxique qui concernait avant cette zone. Et nous sommes uniquement sur un risque de surpression pour cette emprise-là. Le zoom suivant remonte un petit peu plus l'avenue Mirabeau. Donc pareil, en termes de localisation, on peut y voir le restaurant Atlantis. Ça vous permet de vous situer un petit peu sur cette carte. Là, il s'agit d'un focus au sud de l'emprise, donc avec une limite où on voit la séparation entre les 2 communes, Martigues et Châteauneuf-les-Martigues. Et 2 entreprises sont effectivement situées dans la zone grand air, donc la zone d'expropriation. Il s'agit des entreprises Géocel et SPMR qui sont sur cette zone rouge. Le contenu du règlement, donc une portée du PPRT et les dispositions générales, une réglementation des projets en termes d'urbanisme et d'usage, une explicitation sur les mesures foncières, les mesures de protection des populations et une déclinaison également des SUP. Certaines dispositions peuvent être particulières pour les entreprises qui auraient adhéré à la plateforme industrielle, qui permet effectivement à des entreprises ayant le même type d'activité de mutualiser leurs actions. Alors, c'est un exercice assez compliqué que de présenter le règlement en détail. Donc, ce diaporama et le règlement étant en ligne sur le site de la préfecture des Bouches-du-Rhône, je vais passer assez vite, notamment sur les zones grand G, grand air et petit air qui concernent assez peu de parcelles sur le PPRT de Total. Donc, pour rappel, la zone grand G, c'est la zone d'emprise de l'exploitant. La zone grand air, on le voit sur la petite carte en vignette en haut de la slide, concerne également impacte assez peu la zone. Et la zone petit air, pareillement, sachant que sur ces zones, on est sur un principe d'interdiction de construire ou d'avoir de nouveaux projets sur ces 3 zones.
On va passer peut-être un peu plus en détail les zones bleues, la zone grand B et la zone petit b. Donc la zone grand B, on le voit, impacte quand même une partie du secteur de la Med. Donc 3 entrées différentes pour lire ce règlement. En ce qui concerne l'existant, donc les bâtiments qui existent à la date d'approbation du PPRT, pour les logements, on est sur un principe de protection adapté à l'intensité des aléas et sur des mesures de protection des populations. Vous avez dans le règlement un tableau des objectifs de performance qui vous permettent d'aborder, de connaître le niveau d'effet qui concerne le bâti et les objectifs à atteindre en termes de performance de ces bâtiments. Sur les nouveaux projets, nous sommes sur un principe plutôt d'interdiction, avec quelques exceptions. Et pour les autres types de bâtiments, pareillement, nous sommes par exemple sur une interdiction notamment pour les ERP, les bureaux ou les commerces. Et pour les aménagements, les extensions, nous sommes plutôt sur un principe d'autorisation, avec quelques restrictions également. Sur la zone petit b, qui là concerne une large emprise du site du PPRT. Sur l'existant, pareil, on est sur un principe de prescription de travaux qui sont détaillés avec des recommandations et le détail des effets concernés dans le tableau des objectifs des performances qui est dans le règlement. Pour les nouveaux projets, nous sommes sur un principe d'autorisation avec quelques rares exceptions et des prescriptions également adaptées à l'intensité des aléas. Sur les aménagements et les extensions, nous sommes sur un principe d'autorisation, aménagement et extension possibles ou encadrés, et des protections adaptées également aux intensités des aléas. Sur la zone grand L, nous sommes sur un principe d'autorisation de construire et d'aménager, avec de rares interdictions qui concernent les établissements recevant du public et les habitations de loisirs ou les campings. Donc cette slide résume un petit peu les 2 grandes entrées du règlement du PPRT. Donc ces zones rouges où on est quand même sur un risque assez élevé avec un principe d'expropriation ou de délaissement, et sur les zones en grand B qui concernent très largement le périmètre côté Châteauneuf-les-Martigues, nous sommes sur un principe de prescription de travaux pour les logements et pour une information personnalisée sur les risques pour les autres bâtiments. Concernant les mesures foncières, pour entrer dans le détail, 4 bâtiments d'activité sont concernés par les secteurs d'expropriation. On va le visualiser sur une cartographie. Il s'agit des bâtiments de Unibéton, un bâtiment appartenant à la RDT 13, du bâtiment Géocel et SPMR, ces 2 derniers étant situés au sud de l'emprise. Aucun logement n'est concerné ni par le secteur, n'est en zone d'expropriation, ni en zone de délaissement. Aucun logement et aucun bâtiment d'activité n'est en secteur de délaissement. Et 2 bâtiments d'activité se situent en restriction d'usage, un hangar qui appartient à l'exploitant, à Total Énergie, et un bâtiment de la RDT 13. La restriction d'usage correspond à des bâtiments qui sont en zone de délaissement, mais pour lesquels on a limité l'usage, soit en les murant, soit en restreignant leur accès. En termes de chiffres, voilà, vous voyez aussi ici une synthèse sur ces zones les plus à risque, les zones rouges, grand air et petit air, sur lesquelles aucun logement ne sont concernés sur la commune de Châteauneuf-les-Martigues, et les zones bleues, grand B et petit b, pour lesquelles nous sommes uniquement sur des prescriptions de travaux et qui concernent 610 logements. Pour rappel, sur le précédent périmètre, nous étions à plus de 900 logements concernés par ces mesures. Nous avons ici le détail des zones en mesure foncière qui ont été évoquées sur la slide précédente. Donc, au sud de l'emprise, nous voyons ici les parcelles qui sont en secteur en mesure foncière, en secteur d'expropriation, qui concerne la société Géocel et SPMR. Et nous revenons au centre de la Med, avec en mesure foncière toujours, en expropriation, le bâtiment d'Unibéton, qui est représenté en violet,
et un bâtiment qui appartient à la RDT 13. Sur cette slide, en jaune sont indiqués les bâtiments qui sont en restriction d'usage. Donc sur le zonage réglementaire, nous sommes en délaissement, mais en accord avec les propriétaires, l'usage et l'accès de ces bâtiments ont été limités. On parle donc de restriction d'usage. Je laisse la parole à mon collègue sur le financement des mesures foncières et des travaux. Pardon, Fabien, juste avant que vous continuiez, je voulais juste remercier les participants pour les 3 ou 4 premières questions qui viennent d'arriver. Et j'en profite juste pour afficher sur l'écran le numéro de téléphone auquel vous pouvez nous joindre, le 06 17 13 13 00 pour les SMS ou alors via le chat. Pardon de vous avoir interrompu. Fabien, vous pouvez continuer. Alors, sur la partie financement, sur les mesures foncières du PPRT, sur la partie financement, on ne va pas trop s'y attarder puisque, comme on vous l'a indiqué, aucune activité autre que des activités industrielles ou des logements ne sont concernés par les mesures foncières pour ce PPRT. Néanmoins, vous avez ici la clé de répartition de ce financement pour les mesures foncières qui regroupe 3 acteurs que sont l'État, les collectivités et le site industriel à l'origine du risque. Voilà, et donc la clé de répartition est définie à travers une convention ou à dépôt et promulguée par la loi avec une répartition 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers, avec un droit de délaissement qui est ouvert pendant une période de 6 ans. Donc on va un petit peu plus s'attarder plutôt sur les travaux prescrits qui concernent cette fois-ci une part importante des logements sur la commune de Châteauneuf-les-Martigues. Donc ces travaux sont financés à hauteur de 90% de leur montant total. Alors la clé de répartition est la suivante. 40% sont couverts par des crédits d'impôt, 25% sont pris en charge par l'exploitant à l'origine du risque, donc ce sera la société Total Énergie dans le cas présent, et 25% par les collectivités que sont la région, le département et la métropole. Le coût des travaux est plafonné à 20 000 € ou 10% de la valeur vénale du bien. Alors si 90% du montant des travaux est financé, ça implique que 10% reste normalement à la charge des propriétaires. Néanmoins, des discussions sont aujourd'hui avancées avec un financement sur ces 10% acté, en tout cas sur lequel on a des propositions concrètes de la part de la société Total Énergie qui en prendrait la moitié, donc 5%. Le département qui s'est engagé à prendre à sa charge 2,5%. Et on attend à ce jour un retour de la métropole et de la région pour se positionner sur les 2,5% restants. L'objectif étant d'arriver à un financement total du montant des travaux pour que les particuliers n'aient rien à débourser. Les travaux prescrits sur les logements, ce sont des travaux qui sont obligatoires, qui doivent être mis en œuvre dans un délai de 8 ans pour pouvoir bénéficier du dispositif de financement dont on vous a parlé et également du dispositif d'accompagnement qu'on va vous présenter sur la diapositive suivante. Donc cet accompagnement, il vous accompagne sur toute la période qui part du diagnostic du logement qui va permettre d'évaluer quels sont les travaux nécessaires jusqu'à la réalisation du devis, de l'aide à la consultation des entreprises que vous allez retenir pour pouvoir effectuer ces travaux, sur la vérification de la bonne réalisation de ces travaux et jusqu'à également l'aide à la constitution du dossier de demande de financement. Donc c'est un accompagnement complet. Donc cet accompagnement des travaux sera mis en place après approbation du PPRT à travers une convention entre l'État et la métropole. Il est plafonné pour un montant de 1 500 € par logement maximum et donc il s'effectue en plusieurs étapes. D'abord une rencontre chez vous avec les riverains, la réalisation du diagnostic, l'aide au choix des entreprises et donc l'aide au suivi comme on vous l'a indiqué tout à l'heure. Alors il faut savoir que outre cet accompagnement, il existe également la possibilité de bénéficier d'une avance sur le crédit d'impôt. Normalement, le crédit d'impôt se passe de telle façon, vous réalisez et vous avancez les travaux, et ensuite l'État vous rembourse sous la forme d'un crédit d'impôt le montant engagé. Donc vous avez à faire l'avance sur la réalisation des travaux. Il existe une convention qui réunit l'État
et le réseau des SACICAP, qui sont des sociétés anonymes d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, et qui permettent à travers cette convention d'avoir un préfinancement de la SACICAP sur les travaux. Donc le circuit est le suivant. Les SACICAP vous obtiennent un prêt à taux zéro pour financer le montant des travaux, que vous allez ensuite payer du prêt que vous allez obtenir de SACICAP. Une fois que les travaux sont payés à l'entreprise, vous effectuerez une demande de crédit d'impôt à l'État, et une fois que l'État vous aura remboursé à travers le crédit d'impôt le montant qui a été payé aux entreprises, vous rembourserez le prêt à taux zéro à la SACICAP. Voilà le dispositif, mais on y reviendra un petit peu plus en détail par la suite, notamment sur la partie financement. Donc vous avez ici quelques exemples de travaux qui sont prescrits pour se protéger vis-à-vis des surpressions, donc qui concernent encore une fois la quasi-totalité des logements sur la commune de Châteauneuf-les-Martigues, voilà, avec des profils de double vitrage ou des films anti-fragments. Voilà quelques exemples. Et par la suite, on vous présente également quelques guides de bonnes pratiques qui existent pour le renforcement des fenêtres. Alors, on ne va pas s'y attarder, c'est juste pour vous les présenter. Un guide exactement sur les activités économiques et les risques industriels. Voilà les quelques guides qui existent et qui sont représentés, synthétisés à la fin de la présentation, que vous pouvez consulter, qui sont disponibles en ligne, aux liens qui vous sont indiqués sur cette diapositive. Donc le calendrier aujourd'hui d'avancement sur le PPRT, sur la révision du PPRT, donc il a été mis en révision en 2019. Aujourd'hui, vous voyez, on est dans on est dans l'étape de concertation en 2022. S'en suivra une enquête publique pour les étapes principales à la fin de l'année 2022 pour aboutir à l'approbation du PPRT en 2023, au tout début de l'année 2023, on l'espère. Si vous avez éventuellement des questions, vous avez ici les coordonnées de vos interlocuteurs, que ce soit à la mairie de Martigues, à l'ADRE Alpaca ou à la DDTM. Si vous avez des questions complémentaires, on va maintenant vous laisser un temps de parole et de questions pour relever les quelques questions qui ont été adressées. Et puis par la suite, on aura également un petit jeu de questions-réponses pour insister un petit peu plus sur la partie financement qui est importante, je pense, à développer. Merci Fabien, merci pour la précision de vos propos. Merci à Patricia également. Alors, je voulais déjà vous signaler qu'on a une vingtaine de personnes qui sont en ligne et qui nous suivent et qui ont déjà posé 5 questions. Donc, ce que je vous propose, il y a des questions et puis il y a des observations. Si vous êtes d'accord, je vais commencer par la première. Une personne qui intervient qui fait allusion à la date du PPRT, qui dit PPRT en mai 2014, il n'a jamais été prescrit, notamment pour les habitations. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite réagir à ça ou voilà. Le PPRT a été prescrit en 2009, il a été approuvé en 2014 et les dispositions s'appliquent jusqu'à l'arrêté qui a été pris en 2019, comme on l'indiquait, qui ont suspendu certaines des dispositions de ce PPRT lorsque les logements n'étaient plus concernés par le nouvel aléa qui a été présenté. Mais le PPRT est approuvé et continue de s'appliquer pour les logements d'ailleurs qui sont encore concernés. Parfait, merci. Alors, une autre question, y aura-t-il un PPRT suite au projet d'installation de l'entreprise, alors je crois que ça se prononce Machilia, en vue de produire de l'hydrogène? Alors, non. Seuls les sites industriels dits Seveso seuil haut, comme le sont la raffinerie de Total Énergie, génèrent des PPRT et c'était uniquement pour les sites industriels qui étaient implantés avant 2003. Le site Seveso. Donc tous les nouveaux sites industriels qui s'implantent après la période de 2003, qui a été la date à laquelle les PPRT ont été promulgués par la loi, ne sont pas soumis et donc font l'objet d'autres réglementations et d'autres évaluations des risques, mais pas à travers la naissance de nouveaux PPRT. Très bien. Alors, une autre question qui, cette fois-ci, fait allusion à l'effet de surpression. Une personne demande qu'est-ce qui a été fait pour limiter la surpression concernant les habitations, car la population avait demandé la construction d'un monticule de terre avec des plantations.
Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ou nous a demandé là-dessus? Sinon, on peut passer. Oui, Jean-Philippe? Ok, allez-y. Oui, bonjour. Alors, je n'ai pas de détails sur le projet qui avait peut-être été envisagé à une certaine époque, mais vis-à-vis du risque de surpression, les obstacles directs peuvent réduire les effets, mais pas les supprimer complètement. On a quand même à l'arrière d'un merlon, on aurait des effets de surpression. Bon, les effets ont malgré tout été fortement réduits avec la mise en place du projet de reconversion, comme on a pu le voir sur les cartes. Et aujourd'hui, heureusement, une grande partie de la ville est concernée plutôt par des niveaux relativement faibles de surpression. Mais voilà, je ne peux pas vous dire plus par rapport à ce projet, a priori ancien. Très bien, merci Jean-Philippe. Alors, une autre observation. Une personne fait le calcul suivant. 1500 multiplié par 610 logements égale 915 000 € payés par le public et rien par Total. Pas normal, point d'exclamation. Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un veut réagir à ça? Sinon, on peut passer à la question. Alors, ça va mettre en perspective, on ne parle que de la partie diagnostic, encore une fois, qui est en effet prise en charge par l'État à travers une convention qui la lie avec la métropole sur la partie diagnostic, mais sur la partie travaux, Total est un financeur à part entière. Il finance 25% du montant total des travaux qui sont évalués sur une fourchette maximale, puisqu'aujourd'hui on n'a que des estimations à hauteur d'environ 15 millions d'euros. Donc Total assumera 25% du montant de ces travaux à hauteur, donc sur un montant total de 15 millions d'euros. Et par ailleurs, il s'est porté volontaire pour financer 5% supplémentaires sur les 10% restants à charge, donc qui représentera là aussi un montant d'environ 600 000 € supplémentaires. Merci pour cette précision. Une personne demande si les commerces seront éligibles aux aides financières. Alors, bonne question. Normalement, non. Seuls les propriétaires de logements sont éligibles au financement. On va y revenir tout à l'heure dans les questions-réponses. Les activités où les commerces pourraient éventuellement demander à bénéficier d'un accompagnement, mais formellement dans les textes, il n'est pas prévu de dispositif de financement pour les travaux sur ce type d'activité. Très bien, merci. Alors d'autres questions, il y a beaucoup de questions qui arrivent. Je les prends un petit peu au fur et à mesure. Une personne qui fait une observation, qui nous dit on va refaire le débat du premier PPRT, la population n'est pas responsable et n'a donc pas à fournir son chéquier. Alors je ne sais pas si quelqu'un veut répondre ou si on y a répondu partiellement avant. Quelqu'un veut-il prendre la parole? Fabien, oui. Je pense qu'on a essayé d'y répondre tout à l'heure en indiquant qu'aujourd'hui, des travaux étaient en cours. Alors ils ne sont pas totalement aboutis, mais ils sont bien avancés pour qu'on arrive justement à ce qu'on ait une prise en charge à 100% des travaux au niveau des logements. On n'en est pas loin aujourd'hui, on est à 97,5%, il nous manque encore 2,5%, on attend le retour de la métropole et de la région sur le sujet, mais on a quand même bon espoir d'arriver à un financement de 100%. Monsieur le maire, je crois que vous voulez rajouter un mot. Oui, je pense à la même chose que cette remarque, bien évidemment. Et on a fait une réunion sur le financement. Je pense qu'on arrivera à trouver une solution. Je n'hésiterai pas à solliciter la région et la métropole pour trouver le peu qui manque. Très bien, merci monsieur le maire. Alors, une autre observation, un monsieur dit « Film sur les fenêtres, si j'ouvre mes fenêtres, suis-je hors la loi ?» Non, a priori, on a le droit de continuer à se protéger, à s'aérer, dans le cadre de son habitation. C'est simplement, lorsqu'on entend des sirènes, par exemple, qui signalent un accident à proximité d'un site industriel, à ce moment-là, en effet, il est fortement conseillé de fermer ses fenêtres et de se mettre à l'abri. Vous pourrez sortir de votre maison. Ok, une autre question. Une personne demande qui va prendre en charge la baisse de notre capital immobilier suite à ces mesures. Oui. Qui veut dire un mot à ça, ou réagir, ou monsieur le maire?
Ben, une petite remarque, ça fait pas mal d'années que j'habite la commune de Châteauneuf. Je me suis souvent posé cette question à des moments divers où l'immobilier risque de baisser et je ne l'ai jamais vu encore et je ne pense pas que cela se produise. Très bien. Ah, alors une intervention de M. Gasto qui va venir s'installer. Voilà. Hop. Bonjour à tous. Pardon. On a des DTM pour compléter effectivement ce que le retour d'expérience qui est fait par monsieur le maire à un niveau plus large et pour l'ensemble des PPR. C'est vrai que le PPRT va apporter un certain nombre de contraintes, plutôt moins à l'occasion beaucoup moins à l'occasion de cette révision que dans le document initial. Ça, je pense que c'est important de le noter. Ce qu'on peut constater sur l'ensemble des PPR du département, c'est que on n'a pas observé de baisse probante de la valeur des biens immobiliers. Je pense qu'on peut rappeler également qu'effectivement, il y a des prescriptions pour apporter une réduction de la vulnérabilité aux biens de logement existants et que cette réduction de la vulnérabilité est largement subventionnée. Donc peut-être que la vigilance qu'il faut avoir, c'est de bien s'inscrire dans le dispositif de subventionnement qui est ouvert sur les 8 années qui suivent l'approbation de la révision pour bien pouvoir bénéficier surtout de ces aides. Je pense que c'est vraiment le point qu'il faut retenir. Merci Clément pour cette précision. Alors une personne nous demande s'il y a un suivi particulier qui est réalisé sur la santé des populations qui sont concernées. Alors, c'est ce que j'indiquais tout à l'heure. En précisant ce qu'était un PPRT et ce qu'il n'est pas. Un PPRT, ce n'est qu'un document d'urbanisme qui permet de maîtriser l'urbanisation et de fixer des règles pour pour faire en sorte que les gens se protègent au niveau de leur logement. Par contre, le PPRT n'a pas vocation à réglementer d'autres usages et d'autres enjeux, notamment les enjeux de pollution. Donc, il y a des réglementations qui s'appliquent évidemment pour des sites industriels de cette importance-là, qui sont régis à travers un certain nombre de textes nationaux qui découlent pour la plupart de directives européennes et qui sont traduites localement par des arrêtés complémentaires ou des arrêtés préfectoraux. Mais l'objectif du PPRT, encore une fois, ce n'est que de se protéger à travers des documents d'urbanisme vis-à-vis de risques accidentels. Et uniquement ils n'ont que cet objectif-là. Merci. Une personne nous indique que 25% pour Total, c'est trop faible. Elle rappelle que l'État, la métropole et les autres collectivités territoriales, c'est notre argent. Donc, on paye via nos impôts ces travaux. Est-ce que, je ne sais pas si ça implique une réaction particulière. Je n'ai pas forcément de commentaire à ajouter sur ce point-là, si ce n'est que c'est le dispositif réglementaire qui est prévu dans le Code de l'environnement et qui prévoit cette clé de répartition. D'accord. Une autre question est posée pour demander ce qui est... Ah, pardon, monsieur le maire, excusez-moi. Oui, ce que je tiens à ajouter à cette question ou cette remarque, c'est qu'on ne fait qu'appliquer la loi. Je veux dire, la loi a été votée, inscrite il y a quelques années, et on ne fait qu'appliquer la loi, et bien sûr, on n'a aucune marge de manœuvre quant à la transformer. Oui, pardon, monsieur le préfet. Oui, il faudrait retrouver les débats législatifs, mais il faut préciser que les entreprises contribuent aussi à la richesse fiscale du territoire, donc, et que probablement le législateur a dû considérer dans cet ensemble d'équilibres pour essayer de trouver une cote mal taillée. Mais en tout cas, c'est des textes législatifs et du Code de l'environnement que ressortent ces dispositions qui s'imposent à tous. Très bien. Alors, une personne nous demande... est-ce qu'il existe d'autres dispositifs que les déductions d'impôts? Les crédits d'impôt, pardon. À part les dispositifs qu'on a présentés là, non, pas à ma connaissance. Ok, très bien, merci Fabien. Je ne sais pas, peut-être avant de passer à la série de questions-réponses qu'on avait préparées, quelqu'un veut-il rajouter quelque chose? Non? Allez, ce que je vous propose, c'est qu'on passe aux questions qui étaient préparées et peut-être, Fabien, je vous laisse continuer. Voilà, alors on vous a préparé quelques questions-réponses pour peut-être
revenir sur certains points qui concernent justement le financement de ces travaux et qui est concerné ou pas, puis éventuellement de vous apporter des éléments pour des questions qui n'auraient pas été posées. Donc la première des questions, c'est qui peut se faire subventionner les travaux? Ce sont toutes les personnes physiques et les contribuables propriétaires de logements qui sont soumis à l'impôt sur le revenu. Donc ça veut dire que ça inclut également des SCI familiales, par exemple. Est-ce que le montant des travaux est plafonné? Oui, il ne peut pas dépasser 20 000 € ou 10% de la valeur vénale du bien. Donc la valeur vénale étant la valeur marchande, c'est-à-dire le prix auquel le bien pourrait être acheté ou vendu sans tenir compte de la présence du PPRT, c'est-à-dire avant la prescription du PPRT. Que couvrent les subventions de travaux? Alors, pour les travaux prescrits uniquement, c'est-à-dire qu'on a deux catégories de travaux sur un PPRT. On a des travaux qui sont recommandés, qui ne peuvent pas bénéficier de dispositifs de financement. Donc, les subventions ne s'appliquent que pour les travaux prescrits, obligatoires. Donc, les subventions couvrent, on vous l'a présenté tout à l'heure, le montant du diagnostic, le montant des travaux qui doivent être réalisés par un professionnel. Donc, ça couvre à la fois l'achat des matériaux et la main-d'œuvre, et avec la remise d'une facture obligatoire à l'issue des travaux. Ça veut dire qu'une personne qui souhaiterait acheter lui-même le matériel et faire une partie des travaux ne pourrait bénéficier d'aucune subvention. Elles doivent impérativement être réalisées par un professionnel avec remise d'une facture. J'ai une résidence secondaire, ai-je droit aux subventions? Oui, mais en partie seulement. Oui, pour la participation des collectivités et de l'industriel, donc les 25% collectivités et 25% de l'industriel, c'est-à-dire 50% du total. Les résidences secondaires peuvent faire l'objet de subventions. Mais sur la partie crédit d'impôt, c'est-à-dire sur le 40% des 90% qui font l'objet de la subvention, seuls les logements faisant office de résidence principale, que ce soit pour le propriétaire ou son locataire, sont éligibles. Est-ce que j'aurai à financer tout ou partie des travaux? Oui et non. La loi prévoit que 90% du montant des travaux soit financé par l'État. Ça, c'est ce que prévoient les textes réglementaires avec la répartition dont on a parlé tout à l'heure sous forme de crédit d'impôt des collectivités et de la société à l'origine du risque. Néanmoins, pour les 10% qui restent à la charge des propriétaires, des discussions sont en cours et ont aujourd'hui bien avancé pour arriver à un financement intégral de ces travaux. Dans quel délai puis-je voir mes travaux financés? Les délais, alors les travaux doivent avoir été réalisés dans les 8 ans qui suivent la date d'approbation du PPRT. Au-delà, les travaux restent obligatoires, mais ne pourront plus bénéficier du financement et seront donc à la charge exclusive du propriétaire. Par ailleurs, au-delà des 8 ans, vous ne pourrez pas non plus bénéficier du dispositif d'accompagnement. Que se passe-t-il si les travaux ne sont pas réalisés? En cas de vente, vous avez déjà l'obligation d'informer les futurs acquéreurs qui peuvent alors négocier éventuellement le prix à la baisse si les travaux ne sont pas réalisés. Et on a également des incertitudes concernant la réaction des assurances en cas de sinistre. Savoir est-ce qu'elles pourraient ou pas se dégager de leurs obligations si les travaux n'avaient pas été réalisés. On n'a pas vraiment de retour d'expérience et de cas illustrant cela, mais on peut imaginer que ça pourrait être une réaction possible des assureurs. Est-ce que je serai accompagné pour réaliser les travaux? Donc on vous l'a indiqué tout à l'heure, oui. Une convention sera signée entre l'État et la métropole suite à l'approbation du PPRT et un prestataire sera choisi par la métropole pour vous accompagner avec les étapes qu'on vous a également présentées. D'abord une première étape de rencontre chez les riverains, la réalisation du diagnostic, l'aide au choix des entreprises pour réaliser les travaux et une aide qui ira jusqu'au suivi portant sur le financement effectif des travaux. Existe-t-il une liste d'entreprises agréées pour réaliser ces travaux? Non, tous les artisans, qu'ils soient RGE ou non, peuvent répondre à la demande, mais la CCI peut vous fournir une liste d'entreprises adaptées pour réaliser ces travaux. Le prestataire retenu pour l'accompagnement réalisera un contrôle qualité et s'assurera que le devis proposé correspond bien aux exigences de protection soulevées par le PPRT. Aurais-je à faire l'avance du crédit d'impôt, c'est-à-dire qui porte quand même sur 40% du montant du financement? Donc on vous l'a indiqué tout à l'heure, non, à travers le dispositif mis en place entre l'État et les SACICAP qui vous accorderont un prêt à taux zéro pour financer l'intégralité des travaux, donc sans condition de ressources, et que vous devrez rembourser une fois que vous serez
vous aurez bénéficié du crédit d'impôt à la réalisation des travaux. Et la métropole, évidemment, vous accompagnera également, enfin, le prestataire choisi par la métropole, pour réaliser ces démarches d'obtention de l'avance sur le crédit d'impôt. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des questions-réponses qui reviennent assez souvent, qui pourront peut-être vous éclairer sur un certain nombre de questionnements que vous pourriez vous poser sur ce financement des travaux. Merci Fabien pour ces quelques précisions. Je voudrais quand même prendre quelques secondes pour vous donner une adresse mail de contact qui permettra aux personnes qui souhaiteraient avoir des renseignements complémentaires ou faire des demandes un peu spécifiques de le faire au travers du mail qui s'affiche à l'écran. Voilà, donc je le lis si les personnes ne le voient pas. C'est donc fabien.renacia@développement-durable.fr. Et il manque le .gouv, pardon, oui c'est ça, .gouv.fr, effectivement. Très bien, je ne vois pas d'autres questions. Je crois que Clément souhaite faire une observation, je vous en prie. Oui, de manière tout à fait pratique, hein, le support de la présentation qui vous a été délivré aujourd'hui, vous pourrez le télécharger et le reconsulter sur le site internet des services de l'État dans le département, de même que les documents du PPRT, hein, ils sont actuellement en ligne. Donc vous pouvez y avoir tout à fait accès. Sur ce format de réunion hein, qui est dématérialisé, ça formule un certain nombre de contraintes, mais ça a aussi un certain nombre d'avantages, notamment celui de l'enregistrement de cette séance. Et donc cette réunion va faire l'objet d'une rediffusion, d'un replay sur la chaîne de YouTube de la DTM des Bouches-du-Rhône. Donc vous pourrez revisualiser la totalité de ces échanges, s'il y a des choses qui vous ont échappé, si vous avez rejoint en cours de route, pour avoir vraiment la totalité des informations. Donc, et surtout, n'hésitez pas également à la partager, puisqu'on voit qu'il y a un certain nombre de propriétaires qui sont concernés, à partager ces informations pour que ceux qui n'auraient pas pu assister à cette réunion dans les conditions du direct puissent le faire dans les conditions du replay. Merci Clément pour cette précision. Alors, une personne nous demande de réépeler l'adresse mail de contact. Donc Fabien, je vais vous laisser le faire, comme il y avait une faute sur la fiche. C'était pas volontaire pour être tranquille. Donc c'est fabien.renacia, RENA2SIA, @développement-le-6 durable.gouv comme gouvernement.fr. Merci. Vous voyez, en fait, l'interactivité est vraiment très importante ce soir parce qu'une personne l'avait déjà noté et l'avait noté sur le chat. Donc on avait déjà répondu à la personne avant même qu'on s'en occupe nous. Voilà. Moi, j'arrive au terme des questions ou des observations. Est-ce que quelqu'un veut rajouter un petit mot? Monsieur le maire, peut-être, avant de laisser la parole à monsieur le préfet pour clore les travaux? Volontiers. Je remercie pour tous ceux qui sont investis, les services de l'État. Ça a été un gros travail, la société Total. Et je tiens à souligner qu'il y a vraiment une volonté de part et d'autre que ça se passe le mieux pour la population médéenne, bien évidemment. Et de mon côté, ça me satisfait aussi, bien évidemment, parce que de travailler afin que la population n'ait pas d'argent à débourser, c'est pour moi une question importante. On n'y est pas encore, mais je pense sincèrement que nous allons y arriver. Et ensuite, on va continuer à se réunir, à travailler ensemble pour que ça se passe le mieux pour vous tous. Merci, monsieur le maire. Monsieur le préfet, peut-être. Oui, écoutez, je veux remercier surtout l'ensemble à la fois des services qui ont participé à la préparation attentive et détaillée de cette réunion, qui est un lourd travail, à l'édification même de ce plan, hein, qui est exigeant. Tout à l'heure, on s'inquiétait de dire finalement pourquoi nous nous trouvons à côté d'une entreprise qui ne contribue pas. Il ne faut pas oublier que cette raffinerie a 80 ans, que c'est depuis 2003 qu'on est plus exigeant, et donc on rattrape un peu le temps et les choix de localisation, et on le fait avec un scrupule qui vise à équilibrer de manière difficile, avec des lourdes responsabilités, la minimisation du risque et
et la possibilité d'avoir des équilibres financiers, que cette révision a pour but d'améliorer les choses au regard de cette évolution, et que c'est un travail scrupuleux qui est vraiment extrêmement important. Je remercie les associations qui participent avec intransigeance souvent et avec grande implication intellectuelle et de temps à ce travail, et qui aident les habitants à pouvoir se situer, les élus accompagnent les élus dans l'examen détaillé de ces problématiques qui n'est pas simple. Et merci à tous ceux qui participent et qui posent des questions et qui soulèvent souvent des points de vue importants et précis sur le sujet. Alors, rien n'est encore terminé. Cette démarche de PPRT, elle est scrupuleuse. Et donc, pour être scrupuleuse, elle est lente et phasée. C'est pourquoi vous aurez encore dans les temps qui viennent des possibilités de vous exprimer à partir des informations que vous avez reçues aujourd'hui. Ce n'est qu'une étape, cette réunion. Vous aurez la possibilité de faire part d'ailleurs de vos observations sur les registres papier situés dans vos mairies, de vous rapprocher donc des associations de riverains qui pourront préciser, d'ailleurs je les invite à le faire, leurs coordonnées sur le chat et que vous pouvez rencontrer si elles peuvent le faire et qu'elles n'hésitent pas. Et vous pouvez aussi continuer à nous relayer à vos questions ici par la sous-préfecture ou par les différentes directions qui sont concernées, en nous laissant vos coordonnées aussi directement sur ces liens d'échange. Enfin, nous aurons quand même d'autres étapes. Nous sommes qu'au milieu du gué. Nous aurons au deuxième semestre, après ces réunions, la consultation des personnes et organismes associés. Ensuite, l'avis de la commission de suivi de site. Et puis, à partir de la fin de l'année et du début de l'année prochaine, la charnière de la fin de l'année, vous pourrez encore réintervenir de manière extrêmement précise avec une enquête publique, des remarques à un commissaire enquêteur et une possibilité de vous exprimer chacun individuellement avant une approbation du PPRT que nous visons à la fin du premier trimestre 2023. Vous voyez, donc le chemin est encore long et l'échange continue, le dialogue continue à partir des éléments d'information que nous avons pu aujourd'hui échanger. Merci, Monsieur le Préfet. Merci pour ces quelques propos. Je voudrais quand même terminer en vous disant que plus de 40 personnes ont suivi cette réunion et qu'un peu plus d'une vingtaine de questions ont également été posées. Voilà. Donc, en tout cas, merci à tous pour votre participation. Et puis, si j'ai bien compris, le processus continue puisque maintenant, il va y avoir une enquête publique et d'autres dispositifs à venir. Encore merci et très bonne soirée.